Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, Louis Salter de Marianne, Pierre Licia, porte-parole de Lime. On va écouter Éric Zemmour. Il a fait ses vœux à la presse aujourd'hui. Alors visiblement, vous y étiez, Louis Salter. Les journalistes en ont pris pour leur grade et pourtant c'est un ancien confrère. Mais bon, visiblement, il en a mis dans la tête des journalistes. Mais d'abord, il a parlé évidemment d'Emmanuel Macron. Écoutez-le. Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République. Et malgré le sens aigu que j'aurai de la gravité de mes très hautes fonctions, je vous répondrai avec une sympathie qui rompra de manière éclatante avec le style de mon prédécesseur. Cet illustre emmerdeur, selon l'autoportrait qu'il dresse de lui-même et qui, reconnaissons-le, est d'une saisissante ressemblance. Ça, c'est un peu facile, Pierre Licia. L'illustre emmerdeur, Emmanuel Macron. Moi, ce qui me frappe un peu, c'est que pour quelqu'un qui prétend être président de la République, déjà, je trouve qu'on n'y croit pas trop dans son discours. On est dans l'ironie, on est dans du comique presque. Il s'adresse aux journalistes. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais surtout, il a suffisamment été virulent à l'égard d'Emmanuel Macron en disant que c'est un président qui insulte, donc qui méprise les Français, etc. Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui être président de la République et aspirer aux plus hautes fonctions dès lors que finalement on insulte en ces termes-là, de la même manière le président de la République il y a quelques semaines il faisait un doigt d'honneur à une passante à Marseille. Je veux dire, il est quand même tout aussi dans la vulgarité, tout autant dans la vulgarité que ce qu'il reproche finalement à Emmanuel Macron. Donc là, je pense qu'on est simplement là, c'était pour moi cette séquence-là, c'est du spectacle, c'est du stand-up quasiment. C'est de la polémique. Il ne sait pas, il n'a pas endossé les vêtements du candidat à l'élection présidentielle. Il est toujours polémiste et il le restera. Louis Salter, vous avez senti qu'il avait très envie effectivement de distribuer quelques gifles aux journalistes. Il n'a rien à perdre, évidemment. Non. Son électorat, il est très favorable. Non, électoralement, non. Alors, il espère déclencher un phénomène classique qui est les réactions indignées de certains journalistes, de ses adversaires politiques, qui le serviront lui-même parce qu'il pourra dire que tous ces gens-là sont contre lui et ça continuera comme ça. Et il n'a rien à perdre. Les journalistes ne sont pas appréciés en France, encore moins par l'électorat de droite et encore moins par l'électorat d'Éric Zemmour. Je ne me risque pas beaucoup en faisant cette analyse. Moi, je suis quand même... alors, du coup, je ne participerai pas au concours d'indignation et compagnie, c'est pas mon habitude. Mais je suis quand même gêné quand quelqu'un comme lui, qui en plus a été journaliste, c'est-à-dire qu'il connaît la profession, il connaît le métier, met en plus dans le même sac les journalistes de manière générale. Moi, j'ai pas l'impression de lire le même traitement de la campagne d'Éric Zemmour quand j'ai Le Figaro, ou quand j'ai Le Monde, quand je lis Libération, ou quand je lis Valeurs Actuelles, quand j'entends certaines chaînes d'information et d'autres. Donc, c'est de la paresse intellectuelle, en fait, de mettre les médias, les journalistes, entre guillemets, et dans le même sac. Donc, je crois qu'il s'est fait plaisir. Et puis, oui, c'est vrai que dans le costume, on sent qu'il est toujours tiraillé entre l'espèce d'institutionnalisation qu'il a cherché en travaillant la stature, en arrêtant les petites polémiques, et le plaisir qu'il prend à régler ses comptes, faire des bons mots, et voilà, et quelque part réendosser le costume qu'il avait sur les plateaux. On sent que ça, il l'aime toujours bien, ça se voyait, ça lui faisait plaisir, il s'est fait plaisir. Bruno Jeudi, sur ces étranges vœux à la presse. Oui, étranges vœux. Moi, ça me fait marrer parce que je trouve qu'il fait tellement peu candidat à la présidentielle que ça m'amuse de l'écouter. Mais là, honnêtement, il y a quand même beaucoup de séquences où là, je trouve qu'il n'endosse pas le costume de candidat et on a du mal à le prendre au sérieux. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un ancien confrère qu'on a connu et là, on retrouve le bretteur, le débatteur, celui qui aime bien transgresser et tout. Bon, voilà... c'est assez classique. Je pensais qu'il ferait un truc. C'est presque convenu pour Éric Zemmour ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, taper sur les journalistes comme le faisaient d'autres avant lui, sans surprise. Et honnêtement, voilà, c'est l'écume d'une campagne présidentielle. Je pense que pour l'instant, Zemmour, le plus important pour lui, et ça le fait sans doute moins marrer, c'est les parrainages. C'est les parrainages. Il y a un vrai souci sur les parrainages. Il a un vrai risque de ne pas les obtenir. Moi, je pense qu'il les aura, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mener
mener avec beaucoup de sérieux, parce que là, pour le coup, il en faut pas seulement 500, chacun le sait, il en faut 600 ou 700 pour être sûr d'avoir les 500 le jour J par le Conseil constitue. Et franchement, s'il n'y a pas un petit coup de main des maires d'hiver droite, des élus d'hiver droite, ça va quand même être un peu... Et LR, on dit qu'ils excluaient quiconque. C'est un petit peu compliqué. Oui, ça c'est ce qu'ils disent officiellement. On verra ça. On aura la liste. Oui, et puis les partis sont beaucoup moins puissants qu'avant dans les pressions qu'ils peuvent infliger aux maires sur tu parraines machin, tu parraines bidule. Les pressions maintenant passent par autre chose. C'est la communauté de communes, par exemple, parce qu'un maire n'est plus seul dans son village, indépendant et de tout lien financier. Aujourd'hui, toutes les communes sont rassemblées dans ce qu'on appelle les communautés de communes ou des communautés d'agglomération dans les villes, et le maire d'un village de 400 habitants ne vit pas s'il n'a pas un poste important, des subventions à la communauté de communes, des subventions. Donc les réseaux de pression passent plus par là. Par ailleurs, sur les parrainages, j'ai toujours du mal à distinguer le bluff de la réalité de la quête. Zemmour dit qu'il est à un peu plus de 300 et il dit ça depuis début décembre à peu près. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Voilà, c'est ça. On a l'impression vraiment qu'il ne progresse pas. C'est-à-dire que soit il bluffe, soit il est sincèrement en train de dire qu'il est au plafond depuis plus d'un mois. Mélenchon aussi explique qu'il galère un peu. Il demande une réforme express. Ouais, je suis moins inquiet pour ça. Alors l'autre argument, c'est d'expliquer que c'est la publicité des parrainages qui gêne les maires. En réalité, la publicité a toujours été une réalité. La différence avec avant, c'est que tous les parrainages sont publiés, mais dans l'esprit de cette règle instituée par De Gaulle, il y avait une publicité. Les évolutions, c'est qu'avant c'était 100 parrainages à l'époque de Gaulle, ça a été passé à 500. En même temps, il y a plus d'élus qu'avant en France, il y a des conseils régionaux, il y a des conseils départementaux. Voilà, et tout le monde sait bien qu'il faut un filtre à l'élection présidentielle. C'était l'esprit du général De Gaulle, c'était d'empêcher les farfelus, les candidatures qui n'avaient aucun intérêt. Est-ce qu'il ne faut pas passer à un système qui fait plus appel aux citoyens qu'aux élus dans la nouvelle société où on est, dans les réseaux de tension et de pression dans lesquels sont pris les maires? Je ne sais pas, c'est une réflexion, mais qu'on ne peut pas avoir en urgence comme ça, un mois avant l'échéance. Pierre Licia, Éric Zemmour avait aussi un message pour quelqu'un de chez vous, pour Éric Ciotti. Écoutez ce qu'il a dit à Éric Ciotti. Je lui dis, mon cher ami, tu seras floué, trompé et finalement éliminé. Méfie-toi, et malheureusement, je suis triste pour toi car tes idées ne seront pas reconnues, ne seront pas appliquées, et toi-même, tu seras très vite marginalisé. Qu'est-ce que vous lui répondez, Éric Zemmour, qui tend la main encore une fois à Éric Ciotti, qui lui dit tu seras trompé? C'est pas à moi de répondre à Éric Zemmour, mais je crois qu'Éric Ciotti a quand même été très très clair. Il l'a répété à plusieurs reprises, son soutien à Valérie Pécresse, sans aucune espèce de doute ou d'ambiguïté. Et donc là, on a encore une fois l'impression que Éric Zemmour essaie de se raccrocher à ce qu'il peut. Il espérait davantage de soutien des Républicains. Alors il a eu un soutien tout récent de Guillaume Pelletier, mais il en espérait davantage avant les fêtes, il en a pas eu. Il se rend compte que ils sont assez peu les grands élus entre guillemets à venir chez lui. Mais d'un côté, il dit à Éric Ciotti, tu devrais venir chez moi. Puis de l'autre côté, il dit, mais de toute façon, les élus sont plus prescripteurs d'opinion. C'est le peuple et le candidat. Je me fiche de ce que pensent les élus. Enfin bon, c'est un peu, il est un peu aux abois, quoi. Et cette déclaration-là, un peu désespérée. Disons-le, un peu désespéré, une sorte de menace bienveillante. Ça boit à 12,5 quand même. Encore une fois, je pense que personne n'est dupe. Éric Ciotti a eu l'occasion de répondre et il n'a pas laissé d'ambiguïté sur le sujet. Là-dessus, il est constant, Éric Zemmour. Il lui dit depuis le début, Éric Ciotti, tu verras... Oui, c'est vrai que depuis le début, ils sont dans un dialogue par médias interposés, que Éric Ciotti, pendant sa campagne au Congrès LR, avait clairement été sur les plates-bandes d'Éric Zemmour, ou en tous les cas, ils étaient tous les deux sur le même terreau. Mais clairement, Éric Ciotti, il a fait un choix après sa défaite, ou sa défaite très très honorable. Mais là, il s'adresse aux électeurs d'Éric Ciotti. Bien sûr, il s'adresse aux électeurs. Il leur dit, vous serez floués. Et Éric Ciotti dit lui-même, parce que moi j'en ai parlé avec lui, Éric Ciotti dit lui-même que c'est vrai que c'est pas gagné que ses électeurs viennent tous derrière Valérie Pécresse. C'est ça le vrai jeu. Et c'est pas gagné, il le dit lui-même. Et le boulot d'Éric Ciotti, Valérie Pécresse le lui a dit, le boulot d'Éric Ciotti, c'est de retenir cette frange importante des électeurs de droite, et
c'est-à-dire les Républicains, qui sont tiraillés d'un côté entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, mais il y a aussi de l'autre côté entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. C'est tout l'enjeu de la difficulté de Valérie Pécresse, dont on voit bien que le début de l'année se passe pas aussi bien que la fin de l'année, puisque là, dans le sondage quotidien qu'on publie à partir d'aujourd'hui sur le site de Paris Match, eh bien Valérie Pécresse est à 15,5, donc elle est quand même en baisse, c'est le premier. Marine Le Pen, elle progresse un peu, 17,5. Éric Zemmour est à 12,5. Ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même 5 points d'écart maintenant entre Valérie Pécresse, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ce qui n'est plus rien. Et évidemment, tout ça très loin d'Emmanuel Macron, qui culmine à 27%. Alors les sondages sont les sondages, mais ça donne quand même une petite indication. Je pense que Valérie Pécresse, qui était une candidate qui avait gagné parce qu'elle faisait beaucoup de propositions pendant la campagne, et c'est ça qui avait un peu étonné, qu'elle était peut-être moins dans le « je mords les mollets tous les jours » d'Emmanuel Macron. Elle avait laissé ça à Xavier Bertrand. Je trouve que dans ce début de l'année, elle est revenue un peu du Xavier Bertrand, là, je trouve. Elle est un peu moins dans la proposition qu'elle a été. Et du coup, c'est peut-être pas là qu'on l'attend au fond. Il y a un autre indicateur intéressant dans les sondages. Nous, on l'a vu dans notre sondage à nous, avec le nouvel institut Cluster 17, où on publie une vague chaque semaine, sur la certitude de vote, en fait. La certitude de vote, des intentions de vote, est très forte chez Zemmour, près de 80%, chez Marine Le Pen, assez forte chez Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et chez Pécresse, elle est à 57%, ce qui est très peu par rapport aux candidats favoris de cette élection présidentielle. Donc, ça montre quelque part la friabilité, la fragilité de cet électorat qui hésite entre sans doute la fidélité à la droite LR parce que c'est une histoire, un parti, c'était Sarkozy, c'était Chirac et Valérie Pécresse elle-même invoque ces grandes figures pour activer le ressort de la fidélité, mais en même temps on sent que cet électorat, il regarde ce qui se passe, il est pas complètement encore en campagne, il regarde ce que dit Zemmour, il regarde ce que dit Macron. Comme tous les Français, évidemment. Oui, bien sûr. Les Français, ça fait près 50% des Français s'intéressent à la campagne présidentielle dans les sujets de correction des Français. Je suis d'accord. Beaucoup plus bas comme niveau d'intérêt que les élections présidentielles précédentes. Mais on sent donc, ça corroboré aux prévisions d'abstention, on voit aussi. Là, c'est de la certitude de vote. C'est les Français qui ont du mal à rentrer. Effectivement, les gens qui sont pas rentrés en campagne. Un mot de conclusion, Pierre Lissiat, il y a danger quand même pour votre candidate ? Non, alors moi, pour le coup, je regarde un peu les sondages. Comme dit Valérie Pécresse, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Aucune inquiétude par rapport au sondage de début janvier, par rapport au scrutin final. Je pense que le temps de la campagne va permettre justement de lever les ambiguïtés, de faire des propositions, de confronter les idées. C'est ce que demandent les Français. Effectivement, les Français sont pas du tout dans le temps de la présidentielle. Les élections présidentielles précédentes, on était plutôt, on entrait en campagne dès le mois de septembre, dès le mois d'août. Il y avait les grandes interviews dans la PQR. Et là, on se retrouve au mois de janvier où finalement les gens ne sont pas dans la présidentielle. Donc, il faut, ne vous précipitez pas. Chaque chose en son temps. Les propositions viendront bien évidemment. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à venir. Il y a une chose importante, cela dit, c'est que la France est majoritairement à droite pour l'heure, et les électeurs de droite, quelle que soit leur sensibilité, mais les électeurs de droite ont compris que la seule capable aujourd'hui de battre Emmanuel Macron, c'est ni Zemmour ni Le Pen, c'est Valérie Pécresse. Beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Punchline. On se retrouve demain à 18h. À 20h, ce sera les infos avec Alexandre Lemaire. Et ensuite, Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur notre antenne.